C'est ici que tout a commencé. François Gaudreau est arrivé par la rivière, puis il s'est construit son petit camp-là avec sa petite scierie. Il a même perdu ses chevaux dans la rivière. Et un jour, sont arrivés les pères trappistes, ils ont acheté ça et c'était le début de la communauté. Aujourd'hui, c'est la Pointe des Pères, un lieu magnifique pour se promener, un lieu rassembleur pour la communauté. Bienvenue à Perspective 125. Dans cette série, on va faire le tour de l'histoire selon diverses thématiques pour parler de Dolbeau-Mistassini. Pour les débuts, on a décidé de commencer ici. On va relater comment tout ça a commencé. Bonne série. En gros, il y a deux phases distinctes. C'est que les Amérindiens, justement, on vient d'en parler, là, au niveau des médias, en faisant les approches du Nouveau Pont, on a découvert un site archéologique qui prouve effectivement qu'il y avait des Amérindiens ici depuis au moins 1000 ans. Puis, dans la même semaine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à Pointe-Bleue, mon ami Éric Langevin a trouvé une tête de hache qui a 5000 ans. Donc, ça fait au moins 5000 ans que les Amérindiens ici sont ici, puis eux avaient un mode de vie qui était nomade. Donc, eux autres, les Amérindiens, se promenaient partout sur le territoire. C'était des familles, on se promenait un peu partout, puis selon les saisons, on chassait l'orignal, puis rendu l'hiver, on s'installait plus dans un petit camp, puis au bout de 2-3 ans, on changeait de place. Donc, il n'y avait pas de village amérindien au niveau des montagnais, comme par exemple dans la vallée du Saint-Laurent. Dans la vallée du Saint-Laurent, les Iroquois, eux autres, ils fondaient des vrais villages avec des maisons longues, puis eux autres, ils cultivaient le maïs, entre autres, puis ils pouvaient rester là des dizaines puis des dizaines d'années. Quand tout ça a changé, c'est vers 1856, quand on a fondé la réserve de Pointe-Bleue. On a essayé, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais de domestiquer les Amérindiens, c'est le terme. Dans le fond, c'est pas drôle à dire, mais c'est ça. C'est qu'on a dit maintenant, votre mode de vie qui était basé sur la chasse, sur la cueillette, sur la pêche, ça marche plus. Vous allez tous vous réunir dans un village, comme on est en train de le faire un petit peu partout au niveau des descendants européens au lac Saint-Jean, puis on vous oblige à adopter ce nouveau mode de vie-là. Puis encore aujourd'hui, il y a des graves conséquences à cette obligation-là qu'on a fait aux Amérindiens de perdre leur mode de vie, là. Ce qui fait que quand Dolbeau, même quand Mistassini a été créé, déjà là, les Amérindiens, il n'y en avait presque plus. Parce qu'on les voyait presque plus. Parce qu'ils étaient comme obligés d'avoir un pied à terre à Pointe-Bleue, ce qui est devenu Mastoyat. Ils pouvaient quand même aller chasser durant l'hiver. Là, il y avait des territoires de chasse. Mais c'était plus la vie d'avant, là. Les débuts de la colonisation dans la région, ça date d'environ 1840-1842. Jonquière a été fondée en 1847. Héberville, la première municipalité du Lac-Saint-Jean en 1849. Puis à partir de là, vraiment, la colonisation s'est développée des deux côtés du lac. Un petit peu vers Roberval, puis un petit peu vers Saint-Cœur-de-Marie. Puis c'est ça, dans le fond, la colonisation, elle, a monté de plus en plus vers le nord. Et à partir de là, le gouvernement a commencé à développer les territoires en cantons. Ici, comme par exemple, on est dans le canton Parent. Habituellement, les cantons ont tous à peu près la même taille, là, c'est environ 10 000 par 10 000. Puis, à partir de là, c'est ça. Les colons se sont en allés de plus en plus vers le nord. Et à la fin du 19e siècle, il y a un premier agriculteur qui est arrivé, qui est François Gaudreau, dans le secteur ici. M. Gaudreau, lui, venait de Sainte-Agnès, dans la région de Charlevoix. Il s'était tout d'abord installé vers 1890 dans la région d'Héberville. Mais il y a eu beaucoup de problèmes, entre autres. Il a perdu beaucoup de récoltes au fil des ans à cause de la mauvaise température. On a eu de la grêle il n'y a pas longtemps à Héberville. Vous voyez, c'était pas la première fois, là, ça arrive souvent depuis des décennies puis des siècles, qu'à un moment donné, les gens perdent leur récolte. Puis c'est arrivé à plusieurs années de fil à M. Gaudreau, puis à un moment donné, il s'est dit « cet endroit-là, il est comme maudit, je vais décider d'aller voir un petit peu plus vers le nord. »
Puis c'est là justement qu'il a commencé à monter vers le secteur de Dolbeau. Il a travaillé au niveau de l'industrie forestière dans les chantiers de coupe. Et à un moment donné, il s'est installé à peu près où était le premier campement de ce qui va être les Pères trappistes un petit peu plus tard, dans le fond, entre les rivières Mistassini et Mistassini. Fait que lui, il va s'installer là quelques années, M. Gaudreault, et ensuite, il va décider de repartir, et c'est là qu'il va vendre ses terrains aux Pères trappistes de Mistassini. Ils s'en viennent parce qu'ils ont été demandés par deux instances, l'instance religieuse, l'évêque de Chicoutimi, et aussi par le gouvernement du Québec. Il y a le ministère de la colonisation, j'imagine que ça s'appelait, parce qu'on cherchait à éviter que les gens s'en aillent aux États-Unis dans les usines de textiles, et plutôt que ça s'en aille en région. Et comme la région ici, il n'y avait rien pratiquement, je pense que Saint-Prime était déjà fondé, mais ici, au nord, il n'y avait rien, donc, ou à peu près rien. Donc, c'était pour développer la région, attirer des colons, c'était ça. Bien, la partie nord-ouest n'était pas développée, parce qu'ils avaient développé déjà Robertval, Saint-Méthode, on pouvait aller jusqu'à Saint-Prime, Saint-Méthode, puis là, il restait la partie ouest du lac. Parce que, puis après ça, il va y avoir, de l'autre côté du lac, déjà Sainte-Monique qui est déjà fondée, je pense. Alors, c'est comme pour finir le tour du lac. Puis comme le lac, au point de vue agricole, il était déjà étudié dès les années 1860 avec Arthur Buis. On avait étudié le potentiel agricole du lac Saint-Jean. On estimait que c'était idéal, d'autant plus qu'on avait facilement un accès avec l'eau. Puis on a eu le chemin de fer assez rapidement jusqu'à Robertval. Alors, le potentiel du lac Saint-Jean est très intéressant au point de vue agricole. Puis il y avait aussi les récoltes forestières. Sauf que le lac Saint-Jean le potentiel était plus intéressant que le Saguenay, parce que le Saguenay, c'est des montagnes. Mais le lac Saint-Jean, c'est la plaine. Autour du lac, c'est la plaine. Puis à l'époque, elle était même encore plus grande parce que le lac était plus petit, avant qu'il y ait des barrages. Alors, c'est pour ça que ça a vraiment intéressé le gouvernement pour développer l'agriculture, la colonisation dans la région. C'était idéal. Les Pères trappistes, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est une communauté qui vient de France. Ils se sont d'abord installés dans la vallée du Saint-Laurent, en fait, dans la région d'Oka. Ils sont encore là aujourd'hui. Le fameux fromage d'Oka des Pères trappistes, c'est eux qui l'ont apporté ici. Et à un moment donné, ces trappistes-là, comme beaucoup de communautés religieuses, dans le fond, ils sont appelés à sortir de leur maison mère puis s'établir un petit peu partout. Et c'est dans ce cadre-là, à un moment donné, qu'il y a un monseigneur de la région de Québec qui a dit, on a justement un secteur de colonisation qui commence à peine, puis on aurait justement besoin de pères trappistes pour aider à la communauté à partir, à démarrer, si on veut. Puis c'est dans ce cadre-là, c'est ça en 1892, que tu as 3 pères trappistes qui vont arriver ici et qui vont s'installer dans ce qui va devenir, dans le fond, Mistassini. Les moines n'étaient pas chauds à l'idée de venir au lac Saint-Jean, mais ils ont été vraiment poussés par le gouvernement et l'évêque du lieu. C'est l'agent des terres qu'on appelait qui développait la colonisation, les territoires de la colonisation. C'était un marquis, Monseigneur Marquis, qui est un prélat, Monseigneur Marquis, qui était agent des terres, comme avait été le curé Labelle. Alors lui, il a négocié avec François Gaudreault la vente de son moulin puis de son emplacement. Alors François Gaudreault a accepté de vendre au gouvernement du Québec, au ministère de la colonisation, son emplacement, son petit moulin qu'il avait développé, puis son chalet, son chac, là, qui va devenir la première habitation des moines. Dans le fond, ce n'est pas les moines qui ont choisi le lieu, ou qui ont acheté même. C'est vraiment Monseigneur Marquis et son équipe. Et les moines sont arrivés en principe pour inspecter les lieux. Et ce qui est drôle, c'est que quand ils sont venus à 3 ou 4, je pense. 3. Alors donc, mais ils venaient juste pour inspecter. Il n'y avait pas d'autorisation de fonder, mais ils se sont installés. Alors quand l'abbé d'Oka, du temps, est revenu de ce qu'on appelle le chapitre général, la réunion de tous les abbés qui se tenaient en France, est revenu. Il était surpris de voir que les moines étaient déjà installés. Il n'était pas trop content parce qu'il n'y avait pas d'autorisation à fonder.
mais ils ont fondé pareil. Alors finalement, ils ont... donc officiellement, la fondation, selon le droit de l'ordre, n'est pas vraiment 1892, c'est un peu plus tard, parce que les autorisations finales ont été obtenues un petit peu plus tard. Alors ça s'est fait un petit peu... ils ont agi un peu en squatteur, eux autres aussi, les moines. Pendant longtemps, c'est que la colonisation, ça ne se faisait pas sans le clergé. Le clergé ouvrait des portes, ouvrait des territoires. Puis même si on recule plus loin, là, dans le temps des Jésuites, c'est les Jésuites là, qui ont fait une grande partie des explorations, qui faisaient les liens avec les Autochtones. Bon, c'est sûr que nous autres, quand ils sont arrivés ici, c'était l'objectif de l'évêque, je pense que c'était Monseigneur Racine, je ne me rappelle pas, en tout cas, pas sûr. Là. En tout cas, un des monseigneurs de Chicoutimi, là, qui les a envoyés ici en disant « Vous autres, vous allez ouvrir un nouveau territoire à la colonisation. » C'était assez fondamental parce qu'eux autres, ils offraient les services de toutes sortes. D'une part, les services religieux, parce que là, on ne pouvait pas voir une municipalité sans église ou sans service religieux. Puis aussi, c'est que, dans le fond, ils ont été de conseils pour toutes sortes d'affaires, que ce soit au niveau de la santé ou autrement. Puis, il faut savoir que chez les pères trappistes, comme dans plusieurs autres communautés, c'est qu'il y avait toutes sortes de monde, qui avaient toutes sortes de talents ou en tout cas de compétences. Entre autres, comme là, les premiers ponts couverts qui étaient faits à Mistassini, c'est un père trappiste, je pense que c'était le père Jules, mais là, je ne suis pas certain, là, qui, lui, avait conçu les plans parce que c'est un ancien ingénieur qui, finalement, était rentré chez les pères trappistes. Fait qu'il y a toutes sortes de monde qui avaient toutes sortes de talents au niveau de la construction, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'histoire, qui ont fait qu'ils pouvaient offrir un paquet de services que personne d'autre aurait pu offrir au début. Puis également aussi, c'est qu'à partir du moment où les pères s'établissent pour de bon dans un gros monastère, là, tu dis, il y a de l'avenir ici. Là. Tu ne construis pas une grosse bâtisse en disant, on s'en va l'année prochaine. Là. Ça veut dire que, dans le fond, ils montraient qu'il y avait de l'avenir autour de ce territoire-là. François Gaudreault, lui, il y avait une terre, mais il y avait aussi une scierie. Ils vont acheter aussi la scierie, puis c'est comme ça, dans le fond, qu'ils vont commencer à aider les colons qui vont s'implanter. Parce qu'aussitôt que les trappistes vont arriver ici, ça va encourager vraiment la colonisation. Parce que les trappistes, c'est des gens qui font de l'agriculture depuis, comme je disais, ils venaient de France. Fait qu'ils faisaient de l'agriculture depuis des centaines et des centaines d'années. Puis les gens, sachant ça, bien, ils vont venir commencer à s'installer un petit peu autour des pères trappistes. Puis c'est là, dans le fond, que va être créé ce qu'on appelait à l'époque le village des pères. Donc, c'est des gens qui se sont installés un petit peu partout autour des pères trappistes. Et les pères trappistes ont beaucoup aidé, comme je disais, les gens parce qu'ils étaient vraiment à la fine pointe de la technologie. Bon, comment organiser un élevage laitier, comment produire du fromage, les techniques justement de culture du sol, l'utilisation du fumier. C'est eux vraiment qui vont monter aux agriculteurs de la région de Mistassini comment avoir des bonnes fermes. Ce qu'on appelle le village des Pères, là, qui était où est maintenant le parc de la Pointe des Pères, mais sur la partie supérieure, ça s'est développé finalement assez rapidement parce que les gens venaient travailler pour les Pères. Les photos qu'on a dans l'exposition photo, il y en a une où on voit l'église, elle date de 1895. Il y a déjà une église, pas l'église du monastère, mais l'église paroissiale, qui est à la place de l'abri maintenant, qui est sous forme d'église, là, qui est au même endroit. Donc, ça veut dire que s'il y avait une église, il y avait déjà des habitants, un certain nombre d'habitants là, qui étaient là. Alors, ça s'est fait, oui, ça s'est fait vite, donc, le développement de la région. Là. Très tôt, c'est les moines qui avaient le magasin général, le bureau de poste, etc., parce qu'il fallait bien amener des services aux gens, des services minimums. Alors, c'était concentré au monastère au début. Mais le gouvernement comprenait que ça prenait une équipe solide, parce qu'envoyer juste un père d'une famille ou deux dans une région isolée, il commençait l'agriculture, puis souvent, il se décourageait. Au bout de 2 ans, 3 ans, il fermait, il partait. Même si le terrain avait été donné ou très peu payé pratiquement rien, il se décourageait. Le gouvernement et le ministère de la colonisation comprenaient que ça prenait une équipe solide, puis une communauté qui était appuyée avec d'autres religieux. Alors, c'était plus facile de faire vraiment une fondation qui était pour durer. Si on fouillait, on verrait là, que dans toutes sortes de domaines, ils ont été extrêmement présents. Puis en plus, c'est du monde. La communauté, c'est des travailleurs. Ce n'est pas une communauté, je dirais, de contemplatifs à temps plein. Là. Oui, il
il y a beaucoup d'éléments religieux, mais pour eux autres, c'est qu'il fallait travailler. Ça fait qu'ils ont créé des entreprises. Tu sais, l'histoire du chocolat, ça fait longtemps que ça existe. Ils ont été dans les bleuets. Ils ont ouvert aussi une carrière. Les calcites, c'est les pères trappistes là, qui ont décollé ça. Ça fait qu'ils ont eu un apport économique extrêmement important, directement ou indirectement. Puis je suis persuadé que si les pères trappistes n'avaient pas été là, notre communauté serait assez différente aujourd'hui. À la fin du 18e siècle, toute fin du 18e siècle, là, on comptait plusieurs centaines de personnes autour de la communauté des frères trappistes. Parce qu'entre-temps, eux s'étaient installés premièrement dans la maison de François Godreau, quand il était juste 3. Mais à un moment donné, la communauté a grandi, puis il est arrivé d'autres membres. Parce que plus il y avait d'agriculteurs, plus la communauté pouvait avoir de pères trappistes, justement, qui étaient là pour aider les gens. Puis à un moment donné, c'est là qu'on a construit le monastère en pierre, qui est aujourd'hui une résidence. Entre les rivières Mistassini et Mistassini. Puis là, ben, vraiment, à partir du moment où ce gros monastère-là va être construit, ça va vraiment dire aux gens, bon, ben là, les trappistes sont vraiment là pour être ici longtemps. Puis c'est là vraiment que Mistassini va prendre vraiment un grand essor. Quand on voit les photos, ça m'a toujours étonné, parce que la partie qui est habitée maintenant, quand on arrive devant, qui est à la gauche de l'église, c'est un bâtiment qui est 3 étages, mais c'est un toit en pente avec des lucarnes. Et ça n'existe plus. Mais c'est le même bâtiment. Alors, donc, il y avait juste ce bâtiment-là. L'église a été construite plusieurs années plus tard, et je pense qu'ils ont rajouté une aile ou deux, là. Ce que je m'en souviens, qui était situé entre les 2 ponts, qui est situé les Halles du Bleuet, que je suis en copropriétaire actuellement avec M. Leroyer. Ça, c'était la laiterie qui était là. De ce que je m'en souviens, oui, parce que vous aviez la ferme qui était à côté, plus le monastère. Mais ça, c'était la laiterie. Ce que je me souviens, c'est que quand on rentrait là, à sortir d'une certaine place, une femme n'avait pas le droit de rentrer, parce que j'avais déjà été avec ma sœur. C'est les coutumes, les pratiques religieuses. Je me souviens, c'est où ce que le parc était, c'était là ce que le pâturage des vaches. Parce que ça arrivait souvent de fois qu'on traversait entre les 2 ponts, puis qu'à un moment donné, qu'on voyait les vaches des pères trappistes traverser le chemin comme tel. Ça, je me rappelle de ça très, très bien. On voyait les frères. Je connaissais des gens du secteur Mistassini, il y avait des maisons qui travaillaient là à la laiterie. C'est pas mal de ce que je me souviens. Aider les gens, c'est une chose, mais les endurer proche de soi, c'est d'autres choses. Il faut dire ça comme ça. Les gens, comme je disais, vont s'installer au village des Pères. Mais à un moment donné, les trappistes vont prendre de l'expansion, leur ferme va grossir, puis ils vont demander aux gens, à un moment donné, de déménager les maisons, de les détruire ou de les déménager, puis de s'installer dans un autre pôle qui est aujourd'hui, dans le fond, le village de Mistassini, Saint-Michel de Mistassini. C'est là que les gens, dans le fond, vont traverser la rivière, puis ils vont s'installer où est le village de la ville de Mistassini aujourd'hui. Donc, peu à peu, les maisons vont être détruites. Les trappistes vont agrandir le territoire, mais ils n'auront plus d'autres personnes alentour, là. Comme je disais, ils étaient prêts à aider les agriculteurs, puis le village qui naissait. Mais à un moment donné, tout le monde était autour d'eux autres, puis ils étaient comme pris. C'est là qu'ils ont demandé aux gens, dans le fond, de créer un nouveau pôle de développement. Puis c'est là que Saint-Michel de Mistassini, juste au bord de la rivière Mistassini, va s'implanter puis va s'agrandir. Pour ce qui est du secteur de Dolbeau, donc sur la rive, si on veut, soit sur la rive ouest de la rivière Mistassini, il faut dire que depuis la fin du 18e siècle, il y avait une grande ferme là. Une ferme de presque une quinzaine de lots, ce qui est énorme, là, un peu plus que 1500 hectares, 1500 acres, pardon, c'était vraiment grand. Et cette ferme-là appartenait à B.A. Scott. B.A. Scott, c'est un homme d'affaires de la région, très influent, qui avait entre autres cette ferme-là, comme je dis, c'était une très grande ferme, une quinzaine de lots. Il y avait aussi une scierie à Roberval, juste à côté où était le quai. Puis c'était une des plus grandes scieries, sinon la plus grande scierie du lac Saint-Jean à cette époque-là. B.A. Scott, pour vous donner une idée, c'est lui aussi, quand la Québec Development va commencer à acheter des lots qui allaient être inondés par la centrale Ville-Maligne,
CBA Scott qui va être engagé au départ pour négocier avec les agriculteurs, justement, les parties de l'eau qui allaient être inondées. Donc, c'est un personnage qui est important au niveau des affaires. Et lui avait cette ferme-là. À un moment donné, cette ferme-là va être achetée par une autre compagnie qui s'appelle la compagnie Oyamel. Et bien, dans le fond, c'était comme un deuxième pôle agricole qui était très important, à part le pôle des pères trappistes, sauf que c'était une ferme privée avec plusieurs dizaines d'employés. Mais dans le coin, tout le monde attribue la paternité du secteur de Dolbeau à l'ingénieur suédois Emil Andrew Wahlberg. Comment est-il arrivé à Dolbeau? Qui était-il? Et pourquoi s'est-il intéressé à notre secteur? M. Wahlberg, lui, c'est un homme d'affaires qui est né en Suède. Il va immigrer au Canada alors qu'il avait 7 ans avec ses parents. Ils vont s'installer dans la région de Toronto et lui, il va devenir ingénieur. Et il va commencer donc à fonder des compagnies qui vont devenir vraiment très importantes. Et à un moment donné, ça, c'est pas trop clair comment c'est arrivé, mais il a commencé à s'intéresser au niveau des centrales hydroélectriques. Et tous ces hommes d'affaires-là se connaissent, les grands hommes d'affaires. Il va entendre parler des chutes qu'il y a sur les rivières Mistassini puis Mistassini. Fait qu'en 1925-26, il va venir dans le secteur ici avec un de ses ingénieurs, M. Stadler. Même chose que les EFAS Stadler, c'est le même nom. Puis ces deux hommes d'affaires-là vont venir, ces deux ingénieurs-là, et ils vont aller voir justement, ils vont longer les rivières Mistassini puis Mistassini pour voir justement le potentiel des chutes hydroélectriques. Et c'est là que M. Wahlberg il va s'apercevoir que non seulement il y a des chutes vraiment importantes, mais que c'est aussi un secteur qui est très riche au niveau du bois. C'est là qu'il va acheter la ferme Oyamel et il va décider d'implanter une papeterie qui va être la papeterie de Dolbeau. À cette époque-là, comme j'ai dit, il y avait déjà plusieurs papeteries. Ces papeteries-là étaient installées dans ce qu'on appelle les villes de compagnie. Une ville de compagnie, bon, on a parlé tantôt du secteur Mistassini. Ça a commencé par la petite série de François Gaudreau. Là, à un moment donné, les trappistes sont arrivés. Puis là, ben, tu sais, est arrivé un cordonnier, un magasin général. La plupart des villages, ça s'est créé comme ça. Mais tu sais, c'est un processus qui prend des années et des années. Une ville de compagnie, c'est quoi? Au contraire, c'est une ville qui s'implante à côté d'une usine, mais super rapidement, habituellement de 9 à 12 mois. Donc, c'est une compagnie qui achète les terrains, qui construit l'usine et qui aussi développe un plan pour justement décider où est-ce que les cadres vont s'installer, où est-ce qu'on va avoir une zone urbaine, où est-ce qu'on va avoir les quartiers ouvriers. Et la ville de Dolbeau, c'est ça. Le plan de la ville de Dolbeau ressemble beaucoup à la ville d'Arvida, qui avait été fondée quelques années auparavant. Il va tout d'abord avoir l'usine qui est le long de la rivière, parce que pour une papeterie, bon, premièrement, il faut amener le bois jusqu'à l'usine et on se sert des rivières pour ça. On fait du flottage. Il y a aussi le rejet de l'usine, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour produire du papier, donc on s'alimentait en eau directement sur la rivière. Et il y a aussi le fait qu'on va construire au bord de la rivière ce qu'on appelle le quartier des Anglais. Quand on regarde le plan, c'est une ségrégation raciale qu'on a fait vraiment à cette époque-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des cadres qui étaient en mesure de faire fonctionner une usine comme ça, c'était des anglophones protestants. Puis essaie d'amener des anglophones ici protestants dans la région, tu sais, qui est à peu près 100% catholique. C'est pour ça qu'on a fondé à eux un petit quartier à part avec des plus belles maisons, parce que quand on regarde les maisons du quartier anglophone, que ce soit à Rivida, à Riverbend, à Kenogami et même à Val-Jalbert, ce qui était aussi une ville de compagnie, bien, eux ont vraiment leur secteur à part. On leur a construit dans le quartier des Anglais une petite chapelle protestante. On avait aussi le Dolbeau Inn, qui était l'hôtel et aussi le Staff House. Le Staff House, dans le fond, c'est quoi? C'est que quand certains employés cadres viennent ici puis ils n'ont pas de famille, c'est des célibataires, ils n'ont pas le droit d'avoir une maison, parce que c'est un peu normal. C'est pour ça que ces gens-là demeurent en pension dans le Staff House. C'est autrement dit, ils sont logés, sont nourris, on nettoie leurs vêtements, etc. Même si l'ensemble de la population reconnaît l'importance d'Emil Andrew Wahlberg dans la fondation de la ville, pourquoi l'a-t-on nommé Dolbeau?
C'est ça qui est curieux, c'est que le père Jean Dolbeau, c'est un jésuite qui est venu dans la région pour évangéliser les Amérindiens au 17e, 18e siècle aussi. Mais c'est une autre affaire qui n'est pas claire. C'est un jésuite, il est déjà venu dans la région enseigner aux Amérindiens, comme les pères Crépieul, Dablon, etc. Mais il n'est jamais venu sur le territoire de Dolbeau. J'ai l'impression que, bon, c'est parce que c'est un beau nom, Dolbeau, puis on a choisi de donner ce nom-là à la municipalité. On choisit à la ville le nom de Dolbeau, nom qui rappelait le souvenir du premier récollet missionnaire des Indiens du Saguenay dès 1615. L'incorporation de la ville fut sanctionnée le 1er avril 1927. Les citoyens du secteur de Dolbeau et les citoyens du secteur de Mistassini vivent côte à côte, séparés uniquement par les rivières Mistassini et Mistassini. Mais quelle relation entretiennent-ils? Au départ, quand ça a été fondé, Mistassini existait déjà, mais les gens n'avaient presque pas de voiture, il n'y avait pas de route carrossable, c'était vraiment deux mondes. Il y avait les gens de Mistassini qui vivaient, si on veut, en autarcie. Il y avait les gens de Dolbeau qui vivaient dans leur ville. Il y avait, au départ, quelques personnes de Mistassini qui travaillaient à Dolbeau, mais la plupart du temps, les gens restaient à Dolbeau et travaillaient à Dolbeau à l'usine. Ça fait qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de conflit, mais il n'y avait pas de contact comme tel entre les deux communautés. J'espère que vous avez apprécié la première émission de Perspective 125 et que vous serez des nôtres pour l'ensemble de la série. La semaine prochaine, on va parler de l'industrie forestière. Bonne semaine!